En mars 2018, des ouvriers rénovant un vieil hôtel abandonné dans le quartier de la Joliette à Marseille ont fait une découverte qui allait résoudre l'une des disparitions les plus troublantes de la région. Derrière un faux mur dans l'ancienne réception, ils ont trouvé 3 passeports allemands, parfaitement conservés, accompagnés d'appareils photo numériques contenant des images qui révéleraient la véritable raison pour laquelle Klaus Weber, Ingrid Hoffmann et Petra Schmidt avaient disparu sans laisser de traces 6 ans plus tôt. Ces 3 touristes de 34, 31 et 28 ans, respectivement, venus profiter d'un séjour paisible en Provence durant l'été 2012, avaient en réalité photographié quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Quelque chose de si compromettant que leur silence était devenu une question de vie ou de mort pour des personnes très dangereuses. Mais qu'est-ce qui avait pu pousser des criminels à conserver méthodiquement les passeports de leurs victimes pendant toutes ces années, comme des trophées macabres cachés dans les murs d'un établissement apparemment ordinaire? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Marseille, juillet 2012. La cité phocéenne baignait dans cette atmosphère particulière de l'été méditerranéen, où la chaleur écrasante de midi laissait place aux soirées rafraîchissantes balayées par le Mistral. Le vieux port grouillait d'activités touristiques. Les terrasses des restaurants s'étendaient sur les quais et le quartier du Panier accueillait ses flots quotidiens de visiteurs venus découvrir les ruelles colorées et les ateliers d'artistes. C'était dans cette ambiance estivale, typiquement marseillaise, que Klaus Weber, Ingrid Hoffmann et Petra Schmidt avaient choisi de passer leurs vacances. Klaus Weber, ingénieur en mécanique de précision de 34 ans, originaire de Munich, était un homme méticuleux et organisé. Travaillant pour une entreprise spécialisée dans les équipements industriels, il avait l'habitude de planifier minutieusement chaque détail, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Grand, aux cheveux châtains toujours parfaitement peignés et aux lunettes rectangulaires qui lui donnaient un air sérieux, Klaus était reconnu par ses collègues pour sa capacité à résoudre les problèmes techniques les plus complexes. Il parlait un français correct, appris durant ses études d'ingénieur, avec cet accent allemand légèrement marqué qui le trahissait immédiatement. Sa compagne, Ingrid Hoffmann, 31 ans, professeure d'art plastique dans un lycée de Berlin, représentait en quelque sorte son parfait complément. Où Klaus était rigide et méthodique, Ingrid apportait spontanéité et créativité. Ses longs cheveux blonds qu'elle portait souvent attachés en chignon bohème, ses yeux verts pétillants et son sourire chaleureux en faisaient une personne immédiatement sympathique. Passionnée de photographie en plus de son travail d'enseignante, elle ne se séparait jamais de son appareil photo numérique Canon, un modèle semi-professionnel qu'elle maîtrisait parfaitement. Ingrid avait une fascination particulière pour l'architecture méditerranéenne et les scènes de rue authentiques, ce qui l'avait naturellement attirée vers Marseille. Petra Schmidt, 28 ans, complétait ce trio d'amis depuis l'université. Journaliste indépendante basée à Hambourg, elle se spécialisait dans les reportages sur les questions sociales et l'immigration. Petite et énergique, avec des cheveux bruns courts et un regard perçant derrière ses lunettes de soleil Wayfair qu'elle portait en permanence, Petra avait ce flair journalistique qui lui permettait de remarquer les détails que d'autres auraient négligés. Célibataire par choix, elle consacrait l'essentiel de son temps à son travail, parcourant l'Europe pour ses articles. Cette capacité d'observation aiguë et sa curiosité naturelle pour les histoires humaines faisaient d'elle une excellente reporter, mais aussi parfois une personne qui posait les bonnes questions au mauvais moment. Les 3 amis avaient réservé leur séjour par l'intermédiaire d'un site de location entre particuliers, optant pour un petit appartement dans le 1er arrondissement, rue de la République, à quelques minutes à pied du Vieux-Port. L'appartement, situé au 3e étage d'un immeuble haussmannien typique, offrait une vue partielle sur la Canebière et se trouvait idéalement placé pour explorer le centre historique. Klaus avait organisé le voyage avec sa précision habituelle. Billet d'avion réservé 3 mois à l'avance sur un vol direct Munich-Marseille,
appartement loué pour 10 jours, itinéraire détaillé pour visiter non seulement Marseille, mais aussi les villages de Provence qu'Ingrid rêvait de photographier. Le quartier où il logeait était animé mais pas touristique à l'excès. La rue de la République, cette artère commerçante qui relie le Vieux-Port à la gare Saint-Charles, était en pleine rénovation urbaine en 2012. Des échafaudages ornaient plusieurs façades, témoignant des efforts de réhabilitation entrepris par la municipalité en prévision de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Cette effervescence urbaine donnait à la ville une énergie particulière, entre tradition méditerranéenne et modernité ambitieuse. Les trois Allemands s'étaient rapidement intégrés au rythme marseillais. Ils prenaient leur petit déjeuner dans le café du rez-de-chaussée de leur immeuble, tenu par Mohamed, un Marseillais d'origine comorienne qui les avait immédiatement adoptés. Mohamed, la cinquantaine, bedonnant et toujours de bonne humeur, leur servait café et croissants en les taquinant gentiment sur leur accent et en leur prodiguant ses conseils pour découvrir le vrai Marseille, pas celui des guides touristiques. C'est d'ailleurs lui qui leur avait suggéré d'explorer le quartier de la Joliette et les nouveaux développements urbains autour du port autonome. Klaus, Ingrid et Petra avaient établi une routine agréable durant leurs premiers jours. Le matin, après le petit déjeuner chez Mohamed, ils partaient explorer un quartier différent. Ingrid immortalisait les façades colorées du Panier, les marchés aux poissons du Vieux-Port, les ruelles escarpées qui grimpent vers Notre-Dame de la Garde. Petra, elle, s'intéressait davantage aux aspects sociologiques de la ville, notant dans son carnet les conversations entendues, les mélanges culturels visibles à chaque coin de rue, l'énergie particulière de cette ville de transit méditerranéenne. Klaus, plus pragmatique, gérait la logistique, consultait les horaires des transports, planifiait les repas et s'assurait que tout se déroulait selon leur programme. Le soir, ils se retrouvaient sur le cours Julien pour l'apéritif, dans ce quartier bohème où les bars à tapas côtoyaient les galeries d'art alternatifs. Ingrid appréciait particulièrement l'ambiance artistique du lieu. Petra y trouvait matière à observation sociologique, et Klaus, progressivement détendu par l'atmosphère méditerranéenne, commençait à apprécier cette vie moins structurée que son quotidien munichois habituel. Cependant, au-delà de ces moments de détente touristique, quelque chose dans l'atmosphère marseillaise intriguait particulièrement Petra. Son instinct de journaliste l'amenait à remarquer certains détails. Les conversations interrompues, quand des étrangers approchaient dans certains cafés du quartier de la Joliette, l'activité nocturne inhabituelle autour des entrepôts portuaires qu'ils apercevaient depuis leur appartement, les allées et venues de camions aux heures tardives dans des zones supposément résidentielles. Rien de particulièrement alarmant, mais suffisant pour éveiller sa curiosité professionnelle. Le dimanche 15 juillet 2012 avait commencé comme une journée parfaite. La météo prévoyait 28 degrés avec un léger mistral, idéal pour une exploration urbaine sans la chaleur écrasante des jours précédents. Klaus avait consulté son guide touristique habituel et proposé une visite du Mucem et des nouveaux aménagements du Fort Saint-Jean. Mais Petra avait suggéré autre chose. Elle avait entendu Mohamed mentionner les transformations du quartier de la Joliette et le nouveau port de Plaisance, un secteur en plein développement qu'aucun guide touristique ne détaillait encore vraiment. « C'est exactement ce que je cherche », avait-elle expliqué à ses amis en buvant son café au comptoir du bistrot de Mohamed. Les endroits qui changent, où on peut voir la vraie évolution d'une ville. Pas les monuments historiques que tout le monde photographie, mais les zones qui racontent l'histoire contemporaine. Ingrid avait immédiatement adhéré à l'idée. En tant que professeure d'art plastique, elle était fascinée par les contrastes urbains, les juxtapositions entre ancien et moderne, les traces du temps sur l'architecture. Klaus, bien qu'initialement réticent à dévier de son programme soigneusement établi, avait fini par accepter. Après tout, ils étaient en vacances et l'exploration spontanée faisait partie du charme du voyage. Ils avaient quitté leur appartement vers 9h30, après avoir vérifié que leurs appareils photo étaient chargés et que Klaus avait bien son petit sac à dos contenant les bouteilles d'eau, la crème solaire et la carte détaillée de Marseille qu'il consultait régulièrement.
Petra portait son carnet de journaliste dans sa sacoche en cuir, Ingrid son Canon en bandoulière, et Klaus son appareil compact qu'il utilisait surtout pour documenter leurs visites de manière méthodique. Le trajet jusqu'à la Joliette s'était fait à pied, en descendant la rue de la République, puis en obliquant vers le nord par l'avenue Robert Schumann. En marchant, ils avaient été frappés par les transformations visibles du quartier. Des grues s'élevaient au-dessus des nouveaux immeubles de bureaux, des palissades de chantier masquaient d'anciens entrepôts en cours de réhabilitation, et l'activité portuaire se mêlait aux premiers signes d'une gentrification naissante. Arrivés aux abords du fort Saint-Jean vers 10h15, ils avaient d'abord exploré les environs du futur muséum, dont les travaux étaient encore en cours. Ingrid avait été immédiatement séduite par les possibilités photographiques offertes par cette architecture contemporaine en construction, ces jeux de lumière entre les structures métalliques et la pierre ancienne du fort. Elle avait pris une série de photos, cherchant les angles qui révéleraient le mieux cette transition entre patrimoine historique et modernité architecturale. Petra, elle, s'était dirigée vers les panneaux d'information décrivant le projet urbain Euroméditerranée. Elle prenait des notes sur les enjeux économiques du développement, les investissements prévus, les transformations sociales que ces aménagements allaient engendrer. « C'est fascinant », avait-elle commenté, « voir comment une ville se réinvente en gardant son identité méditerranéenne tout en s'ouvrant sur l'Europe. » Klaus, moins intéressé par les aspects sociologiques ou artistiques, avait néanmoins été impressionné par l'ampleur technique des travaux. Son œil d'ingénieur repérait les défis logistiques, les prouesses de génie civil nécessaires pour construire sur ces terrains gagnés sur la mer. Il photographiait de manière systématique, constituant une documentation précise de l'état d'avancement des chantiers. Vers 11h30, en descendant vers les bassins portuaires, ils avaient découvert une perspective différente sur l'activité maritime marseillaise. Le port autonome s'étendait devant eux, avec ses conteneurs alignés, ses grues de déchargement, ses navires de commerce amarrés le long des quais industriels. L'air sentait le sel mélangé aux odeurs de gazole et de métal, cette atmosphère particulière des grands ports méditerranéens. C'est à ce moment que Petra avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Un mouvement d'activité autour d'une zone normalement interdite au public, des va-et-vient de véhicules qui ne correspondaient pas à l'activité portuaire classique du dimanche matin. « Regardez !» avait-elle dit en pointant du doigt vers une zone d'entrepôt située à environ 200 mètres. « Il y a une activité bizarre pour un dimanche. Les ports commerciaux ne fonctionnent généralement pas à plein régime le week-end. » Ingrid avait levé son appareil photo, équipé d'un zoom puissant pour observer la scène de plus près. « Effectivement, il y a des camions qui déchargent quelque chose dans l'entrepôt B47, avait-elle confirmé en regardant dans son viseur. Et les hommes qui supervisent ne portent pas d'uniforme de dockers habituel. Klaus, toujours prudent, avait suggéré qu'ils s'éloignent. Ce ne sont pas nos affaires. Peut-être une opération spéciale de douane ou quelque chose de ce genre. Mais la curiosité journalistique de Petra était piquée, et l'instinct artistique d'Ingrid la poussait à documenter cette scène authentique de vie portuaire. « Juste quelques photos », avait insisté Ingrid, pour montrer l'activité réelle du port, pas seulement les aspects touristiques. Elle avait commencé à prendre des clichés, son zoom capturant des détails que l'œil nu ne distinguait pas clairement. Petra notait ses observations dans son carnet, décrivant l'organisation apparente de cette opération, les types de véhicules impliqués, l'heure et les conditions météorologiques. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'au même moment, leur silhouette se détachait clairement sur la promenade du fort Saint-Jean. 3 touristes avec des appareils photos, observant et documentant une activité que des personnes très dangereuses avaient pris soin de programmer un dimanche matin, précisément pour éviter les témoins indiscrets. Vers 12h15, satisfaits de leur exploration matinale, ils avaient décidé de redescendre vers le vieux port pour déjeuner. Petra voulait développer ses photos dans l'après-midi et commencer à rédiger ses notes sur cette découverte du nouveau Marseille. Ingrid était pressée de voir les résultats de ses clichés, particulièrement ceux pris avec le zoom sur l'activité portuaire.
Klaus consultait déjà son guide pour choisir un restaurant typique sur le quai des Belges. Ils avaient déjeuné à la Bouillabaisse du Pêcheur, un établissement recommandé par Mohamed, en terrasse face au port de Plaisance. La conversation avait tourné autour de leur découverte de la matinée. Petra élaborait déjà mentalement un article sur les transformations urbaines de Marseille. Ingrid planifiait une série photographique sur les contrastes architecturaux. Klaus calculait les coûts probables des aménagements qu'ils avaient observés. Après le déjeuner, vers 14h30, ils étaient remontés vers leur appartement pour une sieste avant la grosse chaleur de l'après-midi. Klaus voulait également recharger les batteries de leurs appareils photo et vérifier leur prise de vue de la matinée sur l'écran de l'ordinateur portable qu'il avait apporté. C'est Mohamed qui les avait vus pour la dernière fois vers 17h, quand ils étaient descendus prendre un café avant de repartir pour une balade du soir. Ils avaient l'air contents de leur journée, témoignerait-il plus tard aux enquêteurs. Klaus m'a dit qu'ils avaient fait de belles découvertes photographiques et Petra semblait excitée par quelque chose qu'elle avait vu au port. Ingrid voulait développer ses photos dans un laboratoire qu'elle avait repéré près de la préfecture. Ils étaient repartis vers 17h15. Leurs appareils photos en bandoulière, direction le centre-ville. Selon leur habitude, ils avaient prévu de se promener jusqu'au coucher du soleil, puis de dîner dans le quartier du Cours Julien avant de rentrer vers 22h. Mais Klaus Weber, Ingrid Hoffmann et Petra Schmidt ne sont jamais rentrés à leur appartement rue de la République. Ils ne sont jamais arrivés au laboratoire photo. Ils n'ont jamais dîné au Cours Julien. À 23h30, Mohamed, inquiet de ne pas les voir rentrer comme à leur habitude, était monté frapper à leur porte. Pas de réponse. Le lendemain matin, leur lit n'avait pas été défait, leurs bagages étaient encore soigneusement rangés dans l'armoire et leur passeport avait disparu avec eux. 3 personnes qui, quelques heures plus tôt, planifiaient tranquillement la suite de leurs vacances provençales, s'étaient volatilisées dans les rues de Marseille sans laisser la moindre trace de leur passage après 17h15 ce dimanche 15 juillet 2012. L'alerte avait été donnée le lundi 16 juillet 2012 à 8h45. Quand Mohamed était monté une nouvelle fois frapper à la porte de l'appartement de ses locataires allemands. Inquiet depuis la veille au soir, il avait décidé d'utiliser son trousseau de clés de secours pour vérifier que tout allait bien. Ce qu'il avait découvert l'avait immédiatement poussé à appeler la police. L'appartement était intact, les lits intacts, les bagages soigneusement rangés, les produits de toilette alignés dans la salle de bain, mais aucune trace des 3 occupants. L'enquête avait été confiée au capitaine Laurent Mercier, un homme de 48 ans, aux cheveux grisonnants, 23 ans d'expérience dans la police judiciaire marseillaise. Mercier connaissait sa ville dans ses moindres recoins, ses quartiers sensibles comme ses zones touristiques, et il avait immédiatement pris cette disparition au sérieux. 3 étrangers ne disparaissent pas sans raison dans une ville qu'ils ne connaissent pas, surtout quand ils laissent derrière eux tous leurs effets personnels et leurs documents de voyage. Les premières vérifications avaient été méthodiques. L'équipe de Mercier avait interrogé tous les commerçants de la rue de la République, les serveurs des cafés fréquentés par les touristes, les chauffeurs de taxi en service ce dimanche soir. Plusieurs témoins confirmaient avoir vu le trio dans l'après-midi, se dirigeant vers le centre-ville, mais personne ne les avait remarqués après 18h30. Les caméras de surveillance du secteur, peu nombreuses en 2012, n'avaient rien révélé d'exploitable. L'ambassade d'Allemagne à Paris avait été prévenue dès le mercredi. Les familles des 3 disparus, contactées par les services consulaires, étaient arrivées à Marseille le vendredi suivant. La douleur et l'incompréhension se lisaient sur tous les visages. Heinrich Weber, le père de Klaus, retraité de l'industrie automobile de Stuttgart, ne comprenait pas comment son fils, si prudent et organisé, avait pu disparaître sans laisser d'instructions. « Klaus planifie tout », répétait-il aux enquêteurs. « Il a toujours un plan B, même pour les plus petits détails. C'est impossible qu'il soit parti quelque part sans nous prévenir. » Greta Hoffmann, la mère d'Ingrid, professeure de littérature allemande à l'université de Berlin, était arrivée avec les derniers emails que sa fille lui avait envoyés.
Des messages enthousiastes sur leur découverte de Marseille, des photos des ruelles du Panier, des projets pour visiter Aix-en-Provence et les Calanques. « Ma fille était heureuse ici », insistait-elle. Elle m'avait écrit dimanche matin qu'ils avaient prévu une surprise pour l'après-midi, quelque chose qu'elle voulait me montrer en rentrant. Les parents de Petra Schmidt, Thomas et Ursula, tenaient une petite librairie à Hambourg. Ils avaient apporté avec eux les carnets de notes que leur fille laissait toujours chez eux entre ses voyages. Des observations sur l'immigration en Europe, des esquisses d'articles sur les transformations urbaines, des contacts de sources journalistiques dans plusieurs pays méditerranéens. Petra a toujours été curieuse, parfois trop, admettait Thomas Schmidt. Mais elle sait se protéger. Elle connaît les risques du métier et elle est prudente. Pendant des semaines, l'enquête avait mobilisé d'importants moyens. Les recherches s'étaient étendues dans un rayon de 50 kilomètres autour de Marseille. Les gendarmes avaient fouillé les Calanques, craignant un accident de randonnée malgré l'absence de véhicules de location. Les équipes cynophiles avaient exploré les zones industrielles abandonnées. La police fluviale avait dragué certaines zones du Vieux-Port. Les hôpitaux de la région avaient été systématiquement contactés. Parallèle, l'enquête administrative révélait des détails troublants. Les 3 Allemands n'avaient utilisé aucune carte bancaire après le déjeuner du dimanche. Leur téléphone portable, retrouvé éteint dans leur bagage, n'avait émis aucun signal depuis 16h47 le dimanche. Aucun véhicule de location n'avait été pris à leur nom. Aucun billet de transport n'avait été acheté avec leur nom ou leur numéro de passeport. Le capitaine Mercier avait également fait vérifier les fichiers d'Interpol et les bases de données européennes. Klaus Weber, Ingrid Hoffmann et Petra Schmidt n'avaient aucun antécédent judiciaire, aucune connexion connue avec des milieux criminels, aucune dette ou menace recensée dans leur pays d'origine. Ils correspondaient parfaitement au profil de touristes ordinaires en vacances. Au fil des mois, plusieurs pistes avaient été explorées puis abandonnées. Une théorie d'enlèvement crapuleux avait été envisagée, mais l'absence de demande de rançon et le fait que leur carte bancaire n'ait jamais été utilisée l'avaient rapidement écartée. L'hypothèse d'un accident, par exemple une chute dans une zone isolée des Calanques, avait motivé des recherches approfondies mais sans résultat. Même la possibilité d'une fugue concertée avait été examinée, mais rien dans leur personnalité ou leur situation personnelle ne l'étayait. Les familles avaient organisé leur propre campagne de recherche. Des affiches en français et en allemand avaient été placardées dans tout Marseille et sa région. Une récompense de 50 000 € avait été promise pour toute information permettant de retrouver les 3 disparus. Des médias allemands s'étaient emparés de l'affaire, envoyant des équipes de journalistes enquêter sur place. Mais malgré cette médiatisation, aucun témoignage décisif n'était arrivé. Mohamed, le cafetier qui les avait hébergés et qui était devenu leur ami, avait été particulièrement affecté par cette disparition. « Ils étaient comme ma famille », répétait-il aux enquêteurs à chaque audition. Klaus me donnait des conseils pour réparer ma machine à café. Ingrid m'avait promis de m'envoyer les photos qu'elle prendrait du quartier. Petra voulait écrire un article sur l'intégration réussie à Marseille en parlant de mon café. Ils avaient gardé leurs affaires personnelles pendant 6 mois, espérant leur retour avant de les remettre aux familles. L'enquête officielle s'était progressivement enlisée. En décembre 2012, faute d'éléments nouveaux, le dossier avait été classé sans suite par le parquet de Marseille. Les familles avaient tenté plusieurs recours, engagé des détectives privés, fait appel à des associations d'aide aux familles de disparus. Rien n'avait abouti. Klaus Weber, Ingrid Hoffmann et Petra Schmidt semblaient avoir été littéralement effacés de la surface de la Terre ce dimanche 15 juillet 2012 après 17h15. Pour les proches, la vie avait continué tant bien que mal. Heinrich Weber avait pris une retraite anticipée, incapable de se concentrer sur son travail. Il passait ses journées à consulter les sites internet de personnes disparues, à contacter des familles dans la même situation, à maintenir vivante une page Facebook dédiée à la recherche de son fils. Greta Hoffmann avait demandé une mutation dans une autre université, ne supportant plus de voir les étudiants de l'âge de sa fille.
Les parents de Petra avaient vendu leur librairie, l'endroit leur rappelant trop les ambitions littéraires de leur enfant disparu. À Marseille même, l'affaire était progressivement tombée dans l'oubli. Les touristes continuaient d'affluer dans le quartier du Panier, le Mucem avait ouvert ses portes en 2013 comme prévu, la Joliette s'était transformée en quartier d'affaires moderne. Seul Mohamed continuait de parler de ces 3 Allemands aux clients de son café, gardant dans un tiroir leurs dernières photos prises ensemble le samedi soir précédant leur disparition. Le capitaine Mercier, lui, avait conservé le dossier dans son bureau personnel, même après sa classification. Cette enquête l'obsédait. Il avait l'intuition que quelque chose d'important lui avait échappé, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. 3 personnes ne disparaissent pas comme ça, confiait-il à sa femme. Il y a forcément une explication logique, quelque chose qu'on n'a pas vu. En 2015, quand l'affaire des attentats terroristes avait frappé la France, Mercier avait même envisagé un lien possible. Il avait fait rouvrir brièvement le dossier pour vérifier si les 3 Allemands n'avaient pas été victimes d'une cellule terroriste en préparation. Mais cette piste également s'était révélée infructueuse. Aucun élément ne permettait d'établir une connexion entre leur disparition et les réseaux criminels identifiés. Mars 2018. 6 ans après la disparition, Marseille avait considérablement changé. Le quartier de la Joliette, en pleine transformation à l'époque où Klaus, Ingrid et Petra l'avaient visité, était devenu un véritable centre d'affaires moderne. Des tours de bureaux avaient remplacé les anciens entrepôts, des résidences de standing s'élevaient face à la mer, et même les plus vieux établissements du quartier se modernisaient pour s'adapter à cette nouvelle clientèle. C'était le cas de l'Hôtel du Port, un établissement de 2 étoiles qui existait depuis les années 1960 et qui avait longtemps servi de logement temporaire aux marins de passage et aux travailleurs portuaires. Situé rue de la Joliette, à quelques centaines de mètres des nouveaux aménagements, l'hôtel avait gardé son charme suranné, mais commençait à souffrir de la concurrence des nouveaux établissements de luxe. Madame Véronique Blanchard, propriétaire de l'établissement depuis la mort de son mari en 2010, avait finalement décidé de procéder à une rénovation complète. À 58 ans, cette ancienne employée de banque reconvertie dans l'hôtellerie familiale savait que seule une modernisation drastique permettrait à son établissement de survivre dans le nouveau paysage économique du quartier. Les travaux avaient commencé en février 2018. L'entreprise marseillaise Batimed, spécialisée dans la rénovation d'établissements commerciaux, s'était chargée du chantier. L'objectif était de transformer les 23 chambres vieillottes en 15 suites modernes, de créer un espace de coworking au rez-de-chaussée et de doter l'établissement d'équipements numériques adaptés à la clientèle d'affaires. Amélie Blanchard, 28 ans, fille de Véronique et architecte d'intérieur diplômée de l'école de Marseille, supervisait les travaux. Dynamique et perfectionniste, elle avait convaincu sa mère d'investir dans cette rénovation ambitieuse qui devait transformer l'Hôtel du Port en établissement de charme contemporain. Il faut qu'on garde l'âme de l'endroit tout en l'adaptant aux attentes actuelles, expliquait-elle aux ouvriers. C'est le mardi 13 mars 2018, vers 14h30, qu'Amélie avait fait la découverte qui allait tout changer. Les ouvriers de Batimed s'attaquaient à la démolition de l'ancienne réception, une structure en bois et placo-plâtre construite dans les années 1980 pour moderniser l'accueil. En cassant le mur arrière de ce qui servait de bureau, ils étaient tombés sur une anomalie. « Il y a quelque chose de bizarre ici », avait signalé José Martinelli, le chef d'équipe, un Marseillais de 50 ans d'expérience dans le bâtiment. Ce mur n'a pas la même épaisseur que sur le plan. On dirait qu'il y a un espace vide derrière. Amélie s'était approchée pour examiner la découverte. Effectivement, en tapant avec son marteau, José obtenait un son creux sur une zone d'environ 1 mètre sur 2. « Ce n'est pas normal », avait-elle confirmé. « D'après les plans d'origine de l'hôtel, il ne devrait pas y avoir de vide ici. C'est peut-être un ancien conduit d'aération qui a été muré. » José avait continué la démolition avec précaution. En dégageant les plaques de plâtre et l'isolant,
Il avait révélé l'existence d'une cavité artificielle manifestement aménagée entre le mur porteur et la cloison de réception. Un espace d'environ 80 cm de profondeur, 1,20 m de largeur et 1,50 m de hauteur, soigneusement étanche et protégé de l'humidité. « Patron, vous devriez venir voir ça !» avait appelé José d'une voix étranglement. Amélie s'était agenouillée pour regarder dans la cavité révélée, éclairant l'intérieur avec la lampe de son téléphone portable. Ce qu'elle avait découvert l'avait fait reculer d'un pas, le souffle coupé. Au fond de cette cache soigneusement aménagée se trouvaient plusieurs objets. 3 passeports aux couvertures bordeaux caractéristiques des documents allemands, 2 appareils photo numériques et un compact plus petit, ainsi que ce qui ressemblait à des carnets de notes emballés dans du plastique étanche. Le tout était disposé méthodiquement, presque cérémonieusement, sur une petite étagère artisanale fixée au mur du fond. Amélie avait immédiatement compris qu'elle venait de faire une découverte majeure. En tant qu'architecte, elle savait qu'un tel aménagement n'était pas accidentel. Quelqu'un avait délibérément créé cette cache, probablement lors de travaux précédents, et y avait placé ces objets avec intention. L'état de conservation parfait des documents indiquait qu'ils avaient été protégés de l'humidité et de la détérioration. « José, ne touchez à rien !» avait-elle ordonné. « Faites sortir toute l'équipe et fermez le chantier. Je vais appeler la police immédiatement. » L'appel au commissariat de Marseille était arrivé à 15h47. L'opératrice avait d'abord pensé à une blague, mais le sérieux d'Amélie et la précision de sa description avaient convaincu de la réalité de la découverte. « J'ai trouvé des passeports et des appareils photo cachés dans un mur de l'hôtel que nous rénovons », avait-elle expliqué. « Ça a l'air d'être là depuis plusieurs années et ça m'a l'air important. » Le capitaine Laurent Mercier, désormais âgé de 54 ans et proche de la retraite, faisait partie de l'équipe de police scientifique qui s'était rendue sur place dans l'heure suivante. Quand il avait ouvert le premier passeport et lu le nom Klaus Weber, son sang n'avait fait qu'un tour. Après toutes ces années, le dossier qui l'obsédait refaisait surface de la manière la plus inattendue. « Nom de Dieu !» avait-il murmuré, en reconnaissant les photos d'identité des 3 touristes allemands. Après 6 ans, ils refont surface. La procédure de sécurisation de la scène avait été immédiate. Le chantier était devenu une scène de crime potentielle. L'hôtel était bouclé. Et une enquête pour homicide volontaire était officiellement ouverte. Car une chose était désormais certaine. Klaus Weber, Ingrid Hoffmann et Petra Schmidt n'avaient pas disparu de leur propre chef, et leur passeport n'avait pas fini dans ce mur par hasard. L'analyse des objets trouvés dans la cache avait commencé dès le lendemain matin. Les services de police scientifique de Marseille, renforcés par des experts du laboratoire de Lyon, s'étaient attelés à examiner chaque élément avec la plus grande minutie. L'état de conservation remarquable des objets allait révéler des informations qu'aucun enquêteur n'aurait pu imaginer. Les passeports allemands étaient dans un état parfait, comme s'ils venaient d'être émis. Aucune trace de dégradation, aucun signe d'exposition aux intempéries ou de manipulation violente. Les tampons d'entrée en France étaient nets, datés du 12 juillet 2012 à l'aéroport de Marseille-Provence. Mais c'est l'absence de tampons de sortie qui confirmait ce que Mercier soupçonnait. Ces 3 personnes n'avaient jamais quitté le territoire français de leur vivant. L'examen des appareils photo allait révéler le véritable trésor d'informations. Le Canon d'Ingrid, son appareil compact personnel et même le carnet de Petra, emballé dans du plastique étanche, tout avait été préservé avec un soin minutieux. Celui qui a fait ça voulait que ces objets soient retrouvés un jour, avait commenté l'expert en criminalistique. C'est une conservation intentionnelle, pas un simple camouflage. Les cartes mémoire des appareils photo contenaient 847 clichés au total. Les premiers montraient leur voyage depuis l'Allemagne, leur premier jour à Marseille, les visites touristiques classiques. Mais c'étaient les dernières photos, prises le dimanche 15 juillet entre 11h30 et 12h15, qui allaient bouleverser l'enquête. Ingrid avait immortalisé leur visite du quartier de la Joliette avec sa précision habituelle. Les clichés montraient l'évolution des travaux du MUSEM, les transformations urbaines en cours, les perspectives sur le port.
Mais surtout, grâce à son zoom puissant, elle avait photographié en détail l'activité suspecte qu'ils avaient observée depuis le Fort Saint-Jean. Sur une série de 15 photos prises entre 11h52 et 12h08, selon les métadonnées, on distinguait clairement une opération de déchargement dans la zone portuaire industrielle. 3 camions blancs, sans marquage apparent, étaient stationnés devant l'entrepôt B47. Plusieurs hommes supervisaient le transfert de ce qui ressemblait à des conteneurs métalliques de taille moyenne. Mais ce qui avait attiré l'attention d'Ingrid, c'étaient les précautions anormales prises par ces hommes. « Regardez ces photos !» avait expliqué Mercier à son équipe lors de la réunion d'enquête du jeudi matin. Ces types portent des masques de protection respiratoire pour décharger des conteneurs. Soit ils manipulent des produits chimiques dangereux, soit ils ne veulent pas être identifiés. Et vous voyez cette femme sur la photo 127, elle n'a pas l'air d'être là de son plein gré. Effectivement, sur l'un des clichés les plus nets, pris avec le zoom maximal, on distinguait une silhouette féminine près de l'un des camions. La posture de la personne, les bras qui semblaient entravés, l'attitude des hommes qui l'encadraient, tout suggérait une situation de contrainte. D'autres silhouettes, moins nettes, apparaissaient dans l'ombre des véhicules. L'équipe d'analyse d'images de la police scientifique avait travaillé pendant 48 heures pour améliorer la qualité des clichés. Grâce au logiciel de traitement numérique, ils avaient réussi à extraire des détails invisibles à l'œil nu. Les plaques d'immatriculation des camions, partiellement lisibles. Les visages de certains hommes, malgré leurs précautions. Surtout, l'identification formelle de l'entrepôt B47 et de sa localisation exacte dans le port autonome de Marseille. Parallèle, l'enquête sur l'hôtel du port révélait des connexions troublantes. Véronique Blanchard, interrogée par Mercier, avait expliqué que l'établissement avait changé de propriétaire à plusieurs reprises entre 2010 et 2015. Après la mort de son premier mari en 2010, elle avait dû vendre temporairement l'hôtel pour des raisons financières. L'acheteur, une société marseillaise appelée Méditerranée Investissement, l'avait exploité pendant 3 ans avant de le lui revendre en 2015 à un prix étrangement avantageux. Ils m'ont dit qu'ils voulaient se désengager de l'hôtellerie pour se concentrer sur l'immobilier d'entreprise, avait expliqué Véronique. Ils m'ont proposé de racheter l'hôtel pour le même prix que je l'avais vendu, malgré les travaux qu'ils avaient fait faire. C'était trop beau pour être vrai, mais j'ai accepté parce que cet hôtel représentait toute ma vie. L'enquête sur Méditerranée Investissement avait révélé une structure opaque typique du blanchiment d'argent. Société créée en 2011, dissoute en 2016, avec un capital social minimal et des dirigeants fantômes. Les travaux effectués dans l'hôtel entre 2012 et 2015 avaient officiellement coûté 180 000 €, mais aucune facture détaillée n'existait. C'est probablement pendant cette période que la cache avait été aménagée dans la réception. Le carnet de Petra Schmidt, une fois décrypté, apportait un éclairage supplémentaire sur leurs dernières heures. Ses notes du dimanche matin décrivaient leur découverte avec son œil journalistique habituel. Activité inhabituelle, port commercial, camion non marqué, homme avec équipement protection, opération organisée, pas spontanée. Ingrid à photo détaillée. À vérifier demain matin avec contacts locaux, police, douane. Cette mention de contacts locaux avait alerté Mercier. Petra, en journaliste expérimentée, avait prévu de vérifier ses observations auprès de sources officielles. Elle avait noté des numéros de téléphone et des noms dans la marge de son carnet. L'enquête révéla qu'elle avait effectivement pris contact par email avec un journaliste local spécialisé dans les affaires portuaires, ainsi qu'avec un ancien douanier devenu consultant en sécurité maritime. Elle avait l'intention de creuser le sujet, avait conclu Mercier. Ce n'était pas juste de la curiosité touristique. Son instinct journalistique lui disait qu'elle était tombée sur quelque chose d'important, et elle voulait enquêter. L'analyse des métadonnées des photos révélait également que les 3 Allemands avaient pris des clichés jusqu'à 16h23 le dimanche, depuis leur appartement rue de la République.
Les dernières images montraient la vue depuis leurs fenêtres, avec un focus particulier sur les mouvements de véhicules dans les rues adjacentes, comme s'ils avaient remarqué qu'ils étaient surveillés. La reconstitution de leurs dernières heures devenait plus précise. Après leur sieste de l'après-midi, ils avaient examiné leurs photos sur l'ordinateur portable de Klaus. Les images de l'activité portuaire les avaient suffisamment intrigués pour qu'ils décident d'approfondir leurs observations. Petra avait rédigé un plan d'enquête préliminaire dans son carnet. Ingrid avait sélectionné les meilleures photos pour un éventuel développement professionnel. Mais ils n'étaient pas les seuls à s'intéresser à leurs activités de la matinée. L'enquête de voisinage, menée 6 ans après les faits, avait permis de retrouver plusieurs témoins qui n'avaient pas été interrogés en 2012. Madame Rossi, retraitée habitant face à l'immeuble de la rue de la République, se souvenait d'une camionnette blanche stationnée devant l'immeuble le dimanche soir vers 18h. Ça m'avait marqué parce que le conducteur fumait et jetait ses mégots par terre. Dans notre quartier, on fait attention à la propreté. Un autre témoin, M. Khalil, vendeur de journaux à l'angle de la Canebière, avait vu 3 touristes avec des appareils photo discuter avec 2 hommes près de sa kiosque vers 17h45. Ils avaient l'air de négocier quelque chose. Les touristes montraient leurs appareils, les autres hommes semblaient vouloir les convaincre de quelque chose. Ces témoignages tardifs, recueillis grâce à la médiatisation de la découverte de mars 2018, redessinaient les contours de ce dimanche fatal. Klaus, Ingrid et Petra n'avaient pas simplement disparu. Ils avaient été approchés, puis emmenés, probablement sous la contrainte déguisée en négociation. L'expertise technique des appareils photo révélait un dernier détail troublant. Quelqu'un avait tenté d'effacer certaines photos des cartes mémoire, mais l'opération avait été incomplète. Les techniciens avaient récupéré des fragments d'images supprimés, montrant ce qui ressemblait à l'intérieur d'un véhicule, des mains entravées, des visages exprimant la peur. Ils ont été enlevés, avait conclu Mercier lors de son rapport au procureur, et leurs ravisseurs ont gardé leurs passeports et leurs appareils photos comme preuve de leur forfait. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi, et surtout de retrouver les responsables. Car une chose était désormais certaine. L'opération photographiée par les 3 Allemands le matin du 15 juillet 2012 était suffisamment sensible pour justifier leur élimination. Et les personnes responsables de leur disparition avaient pris soin de conserver des souvenirs de leurs crimes dans un endroit qu'ils contrôlaient totalement. L'enquête venait de prendre une dimension internationale, et le capitaine Mercier savait qu'il s'attaquait à un réseau criminel organisé dont les ramifications dépassaient largement les frontières de Marseille. L'identification de l'entrepôt B47 avait ouvert une nouvelle phase de l'enquête. Le bâtiment, situé dans la zone industrielle du port autonome, appartenait officiellement à une société de logistique internationale appelée Euromed Transit. Mais les vérifications approfondies menées par la brigade financière révélaient une structure complexe de sociétés écrans, avec des ramifications dans plusieurs pays méditerranéens. Mercier avait demandé la collaboration d'Europol pour démêler cet écheveau financier. Les enquêteurs européens spécialisés dans la lutte contre le trafic d'êtres humains avaient immédiatement reconnu le modus operandi d'un réseau qu'ils traquaient depuis 2010. Euromed Transit était l'une des façades commerciales utilisées par une organisation criminelle dirigée par Dimitri Volkov, un homme d'affaires russo-chypriote recherché dans toute l'Europe. Ce réseau utilise les ports méditerranéens pour faire transiter des femmes et des enfants destinés à l'exploitation sexuelle, avait expliqué l'agent d'Europol Maria Santos lors d'une réunion à Marseille en avril 2018. Ils opèrent principalement entre l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord et l'Europe occidentale. Marseille est l'une de leurs plaques tournantes principales. L'entrepôt B47 avait été placé sous surveillance discrète. Officiellement inactif depuis 2015, il présentait néanmoins des signes d'utilisation récente. Des caméras de surveillance sophistiquées, un système d'alarme professionnel et surtout des traces de passage réguliers malgré son statut d'abandon apparent.
Les enquêteurs avaient également découvert que l'électricité et l'eau étaient toujours raccordées, payées par une société fantôme basée aux îles Caïmans. C'est l'analyse poussée des photos d'Ingrid qui avait fourni la clé de l'enquête. Les experts en traitement d'images avaient réussi à identifier partiellement une plaque d'immatriculation sur l'un des camions blancs. Le véhicule, un Iveco Daily de 2011, était enregistré au nom d'une société de déménagement marseillaise appelée Transport Azur. Société qui, selon les vérifications, n'existait que sur le papier. Mais c'était le recoupement avec les fichiers d'Europol qui avait tout fait basculer. Transport Azur était également lié à plusieurs autres enquêtes européennes sur le trafic d'êtres humains. Le même nom apparaissait dans des dossiers en Italie, en Espagne et en Grèce. Un réseau tentaculaire qui utilisait des sociétés de façade pour légitimer le transport de leurs victimes. Le procureur de Marseille avait autorisé une perquisition de l'entrepôt B47 pour le 15 mai 2018. L'opération, menée conjointement par la police judiciaire française et les équipes d'Europol, avait mobilisé une cinquantaine d'enquêteurs. Mercier dirigeait l'équipe française, Santos coordonnait l'intervention européenne. Ce qu'ils avaient découvert dans l'entrepôt dépassait leurs prévisions les plus pessimistes. Derrière une façade d'entrepôt de marchandises diverses, le bâtiment abritait une véritable infrastructure de trafic humain. Des cellules improvisées dans la partie arrière, des équipements de surveillance vidéo, des stocks de documents d'identité falsifiés, et surtout un bureau équipé d'ordinateurs contenant des milliers de fichiers sur les victimes du réseau. C'était comme découvrir une usine de l'horreur, témoignerait plus tard Mercier. Tout était organisé de façon industrielle, des fiches détaillées sur chaque victime, des plannings de transport, des comptes financiers précis. Ces gens traitaient des êtres humains comme des marchandises. L'ordinateur principal contenait des archives remontant à 2009. Le réseau avait fait transiter plusieurs milliers de personnes par Marseille, principalement des femmes et des enfants originaires de Roumanie, de Bulgarie et du Nigeria. Les victimes étaient transportées dans des conteneurs aménagés, puis réparties vers différentes destinations européennes selon la demande des clients finaux. Mais c'était un dossier particulier, retrouvé dans un coffre-fort dissimulé derrière une cloison qui allait révéler le sort exact de Klaus, Ingrid et Petra. Un dossier marqué « Urgence, juillet 2012 » contenait leurs photos, prises à leur insu depuis le Fort Saint-Jean, ainsi que des copies de leurs passeports et un rapport détaillé sur leur neutralisation. Le rapport, rédigé en anglais avec des fautes d'orthographe révélatrices d'un auteur non natif, détaillait comment les 3 Allemands avaient été repérés en train de photographier l'opération de déchargement du 15 juillet. Targets have documented full operation with professional camera equipment. Risk level maximum. Immediate action required. Le document révélait que Dimitri Volkov lui-même avait ordonné leur élimination. Les 3 touristes avaient photographié une livraison particulièrement importante. 23 femmes nigérianes destinées à des réseaux de prostitution en France et en Allemagne. Une cargaison qui représentait plusieurs millions d'euros pour l'organisation. Ils n'avaient pas le choix, expliquait le rapport avec un cynisme glaçant. Ces photos auraient permis d'identifier notre méthode de transport et nos contacts portuaires. Le risque était trop important pour les laisser repartir en Allemagne avec ces preuves. Les détails de leur enlèvement étaient consignés avec une précision administrative terrifiante. Les 3 Allemands avaient été approchés près de leur appartement par 2 hommes, se faisant passer pour des agents de sécurité portuaire. Ils leur avaient expliqué qu'ils avaient photographié une zone sensible par erreur et qu'ils devaient effacer leurs photos pour des raisons de sécurité nationale. Klaus, Ingrid et Petra, citoyens respectueux des lois, avaient suivi les faux agents sans méfiance. Ils pensaient régulariser une situation administrative mineure. Ils ne savaient pas qu'ils montaient dans un véhicule qui les conduisait directement à leur mort. Le dossier contenait également des photos prises après leur capture, montrant les 3 amis dans ce qui ressemblait à une cave ou un sous-sol. Leurs visages exprimaient l'incompréhension et la terreur
quand ils avaient réalisé qu'ils n'avaient pas affaire à des agents officiels, mais à des criminels. Ces images, conservées comme des trophées par leurs bourreaux, constituaient la preuve la plus accablante de leur assassinat. Selon le rapport, Klaus Weber, Ingrid Hoffmann et Petra Schmidt avaient été exécutés dans la nuit du 15 au 16 juillet 2012, après avoir été contraints de révéler tous les détails de leurs observations et de leurs projets. Leurs corps avaient été dissous dans de l'acide industriel, une méthode favorite du réseau pour faire disparaître les preuves. Leurs passeports et leurs appareils photos avaient été conservés sur ordre de Volkov, comme rappel des conséquences pour ceux qui s'intéressent de trop près à nos opérations. Une menace silencieuse destinée aux membres du réseau qui auraient pu être tentés de parler ou de trahir l'organisation. Les révélations contenues dans l'entrepôt B47 avaient déclenché la plus vaste opération anti-trafic jamais menée en Europe méditerranéenne. En coordination avec Europol, Interpol et les polices nationales de 12 pays, les autorités françaises avaient lancé l'opération Mediterranean Shield le 3 juin 2018. En 48 heures, 73 arrestations avaient été effectuées dans 7 pays européens. Le réseau de Dimitri Volkov, qui opérait depuis près de 10 ans, était démantelé. Volkov lui-même, arrêté dans sa villa de Limassol à Chypre, avait été extradé vers la France pour répondre des charges d'assassinat, trafic d'êtres humains et association de malfaiteurs. L'hôtel du port, utilisé comme base opérationnelle par le réseau entre 2012 et 2015, avait révélé d'autres secrets lors de fouilles approfondies. Les enquêteurs avaient découvert une seconde cache dans la cave, contenant des documents sur d'autres victimes du réseau. Des personnes qui, comme Klaus, Ingrid et Petra, avaient eu le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Véronique Blanchard, la propriétaire, était totalement innocente de ces activités. Elle avait été manipulée par le réseau, qui avait racheté temporairement son hôtel précisément pour pouvoir y installer leur cache et leur système de surveillance. Je ne comprends toujours pas comment ils ont pu utiliser mon établissement pour de telles horreurs, avait-elle déclaré aux enquêteurs. Quand je pense que j'ai vécu au-dessus de ces preuves pendant des années sans rien savoir. Le procès de Dimitri Volkov et de ses complices s'était ouvert au tribunal de Marseille en septembre 2019. Les familles des 3 victimes allemandes s'étaient constituées partie civile, représentées par maître Catherine Dubois, une avocate spécialisée dans les crimes internationaux. Heinrich Weber, le père de Klaus, avait témoigné avec une dignité bouleversante. Mon fils était un homme bon, qui croyait en la justice et en l'ordre. Il a été tué parce qu'il avait le sens civique et qu'il voulait signaler quelque chose d'anormal aux autorités. Ces criminels ont détruit 3 vies innocentes pour protéger leur commerce de la misère humaine. Greta Hoffmann, la mère d'Ingrid, avait lu une lettre que sa fille lui avait envoyée la veille de sa mort. « Maman, nous avons vu quelque chose d'étrange aujourd'hui au port. Petra pense que ça pourrait être important pour un article. Nous allons vérifier demain si c'est quelque chose que nous devons signaler aux autorités. Tu serais fier de nous ? Nous essayons d'être des citoyens responsables, même en vacances. » Les parents de Petra Schmidt avaient apporté au tribunal les carnets de notes de leur fille, témoignage de sa passion pour la justice sociale et les droits humains. Petra se battait contre l'exploitation sous toutes ses formes, avait déclaré Thomas Schmidt. Elle est morte en essayant de révéler la vérité sur un crime contre l'humanité. C'est exactement comme elle aurait voulu que sa vie se termine. Même si nous, ses parents, nous aurions préféré qu'elle vive pour continuer son combat. Dimitri Volkov avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, trafic d'êtres humains, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Ses complices avaient écopé de peines allant de 15 à 30 ans de prison. L'organisation criminelle, qui avait généré plus de 200 millions d'euros de profits illégaux, était définitivement démantelée. Le capitaine Laurent Mercier avait pris sa retraite quelques mois après la conclusion de l'affaire. « Cette enquête aura marqué toute ma carrière », avait-il confié lors de son pot de départ. Klaus, Ingrid et Petra étaient des victimes innocentes, mais leur mort aura permis de sauver des centaines d'autres vies. Leur sacrifice
n'aura pas été vain. Mohamed, le cafetier qui avait hébergé les trois amis, avait assisté au procès. Il avait créé dans son établissement un petit mémorial avec leurs photos et un texte en français et en allemand. À Klaus, Ingrid et Petra, nos amis allemands, victimes de leur sens civique et de leur courage. Ils voulaient faire le bien et dénoncer l'injustice. Ils resteront dans nos cœurs. L'hôtel du port avait finalement été transformé en centre d'accueil pour les victimes de traite d'êtres humains, géré par une association européenne. Amélie Blanchard avait abandonné son projet de rénovation commerciale pour participer à cette reconversion humanitaire. Après ce que nous avons découvert, il était impensable de faire de cet endroit un hôtel d'affaires classique, avait-elle expliqué. Au moins, maintenant, il servira à aider les victimes de ces réseaux. Les autorités portuaires de Marseille avaient également renforcé leur système de surveillance et leurs procédures de contrôle. L'entrepôt B47 était devenu un poste de commandement pour la lutte anti-trafic, surveillé en permanence par les services de police et de douane. En Allemagne, une fondation avait été créée au nom des trois victimes pour sensibiliser les citoyens aux signes de traite d'êtres humains. Klaus, Ingrid et Petra Foundation finançaient des programmes éducatifs et soutenaient les familles de victimes de trafic international. L'affaire avait également conduit à des modifications législatives au niveau européen. Le protocole Weber-Hoffmann-Schmidt renforçait la coopération policière internationale pour la lutte contre les réseaux de traite et protégeait les témoins civils qui signalaient des activités suspectes. 6 ans après leur disparition, Klaus Weber, Ingrid Hoffmann et Petra Schmidt avaient finalement obtenu justice. Leur mort tragique avait permis de révéler et de démanteler l'un des plus importants réseaux de trafic d'êtres humains d'Europe. Leurs familles, malgré leur douleur, trouvaient un sens à ce sacrifice involontaire. Ils sont morts en essayant de faire ce qui était juste, avait conclu Heinrich Weber lors de la dernière audience. C'est exactement comme ils auraient voulu être rappelés, comme des personnes qui n'ont pas fermé les yeux devant l'injustice. L'histoire de 3 touristes allemands en vacances à Marseille était devenue le symbole de la lutte contre l'exploitation humaine en Europe. Leur courage involontaire et leur sens civique avaient sauvé des centaines de vies et contribué à rendre le monde un peu plus juste. Cette affaire nous montre comment des citoyens ordinaires peuvent, sans le vouloir, jouer un rôle crucial dans la lutte contre le crime organisé. Klaus, Ingrid et Petra ont payé de leur vie leur sens des responsabilités, mais leur sacrifice a permis de sauver d'innombrables victimes de l'esclavage moderne. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Avez-vous remarqué les signes qui montraient que leur disparition n'était pas accidentelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce récit tragique mais nécessaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette enquête vous a marqué et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux affaires criminelles internationales.